Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'attendre 2-3 minutes le temps que tout le monde soit là. Bonjour, donc je vous propose de démarrer. Bienvenue pour ce webinaire imagerie qui clôture une séquence où on a eu beaucoup de communication autour de la Dreambox et du RIS. On en parlera un petit peu plus loin avec pas mal d'actions de communication. Suite notamment à la publication des dates au COSUI afin de vous donner les dernières informations. Donc on va faire une revue des derniers développements. On passera bien entendu en revue le planning, la question des sites pilotes et quelques points particuliers sur ProSanté Connect et la SSI. Pour ceux qui ont déjà participé aux ateliers éditeurs, que ce soit RIS et Dreambox, il y aura forcément un petit peu de redite, voire beaucoup, mais l'idée, voilà, en tout cas, avant l'été, c'était de partager un certain nombre d'informations avec vous tous de la façon la plus large possible. Et donc, avant toute chose, un petit point sur Metz, les traditionnels chiffres d'alimentation. Bien vous confirmer qu'on est aligné sur la partie RIS et Dreambox, la SSI, Pro Santé Connect, Fast Pilot et Roadmap. Voilà. Et une petite faute de frappe qui sera corrigée sur la partie alignement. Mon espace santé, l'état des lieux, toujours en croissance sur la partie activation. Vous savez que c'est particulièrement important pour nous de savoir combien de citoyens activent régulièrement leur espace santé. Ça va l'être d'autant plus sur la partie Dreambox, c'est ce que ça leur permettra de voir leurs images. Puisque aujourd'hui, les patients, vous, moi, quand on passe dans un service de radio, on repart avec des images imprimées, on repart avec un CD, tout ça va disparaître progressivement. Et donc, pour accéder aux images, il faudra avoir activé mon espace santé. Et on voit que ça, c'est en augmentation constante avec toujours l'objectif d'atteindre 25% de taux d'activation, et ce qu'on pense atteindre. Et on voit également, ça vous le savez, que sur la partie opposition-fermeture, ça reste stable et on pense que ça ne bougera plus. Donc, sur cette partie activation, progression de mon espace santé de façon générale, tous les voyants sont ouverts. Sur, du coup, la partie alimentation. Avant de parler de l'alimentation, on fait quand même un petit rappel sur le Ségur numérique et ce qu'on va faire en vague 2. Ça aussi, c'est des choses qui sont connues de vous tous, mais c'est quand même important de le rappeler. Sur la vague 1, je viens de le dire, l'objectif, c'était de doter tous les patients d'un profil Mon Espace Santé. C'était également donc d'alimenter au maximum, on va y revenir. Puis en vague 2, on passera dans une logique de consommation des comptes rendus d'imagerie et consommation des images. Bien entendu, on y reviendra également, la question de la sécurité des systèmes d'information qui sont une constante sur laquelle on s'est aligné sur le DPI, notamment parce que la Dreambox et le RIS vont être installés en établissement. Et donc, ça nous semblait naturel et tout simplement cohérent d'avoir le même niveau d'exigence sur la SSI pour assurer la sécurité de l'ensemble. On assume complètement ça, même si on est bien conscient que pour les éditeurs, la marche à franchir, elle est pas complètement anecdotique. Voilà sur les grands axes qu'encore une fois, vous connaissez tous pour la plupart. Si on parle maintenant d'alimentation. J'ai eu en tout début de journée les chiffres du mois de juin. C'était un tout petit peu tôt pour les intégrer, mais ils sont dans la même nature. Il n'y a pas de rebond spectaculaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'on était parti pour atteindre
l'objectif des 300 millions par an qu'on s'était fixé, qu'au mois de mai, ça a baissé. Alors, notamment parce que c'est saisonnier, hein, on le sait, au mois de mai, on l'avait déjà observé l'année dernière, un peu moins d'activités programmées, des jours fériés, des ponts. Et donc, mécaniquement, il y a un peu moins d'alimentation d'alimentation, pardon, parce qu'il y a un peu moins d'activité. Mais il n'y a pas de rebond spectaculaire en juin. Et donc, bah, il va falloir repartir à la mine, hein, si vous me passez l'expression, resensibiliser tout le monde. On le sait, il n'y a jamais rien d'acquis, et tout particulièrement sur la Dreambox, on va y revenir. Voilà pour la partie alimentation. De façon générale, et dans quelques jours, les chiffres de juin seront publiés. Si on regarde couloir par couloir, on voit que bah, cette baisse, elle est générale, et c'est ce mécanisme saisonnier dont je vous parlais. On voit aussi sur l'imagerie, sur les comptes rendus de radio, on a eu un gros décrochage à la fin de l'hiver, alors qui est lié non pas à un problème technique, mais à quelque chose qui n'était pas complètement prévu, à savoir que sur le téléchargement des listes blanches, je vais essayer de ne pas être trop technique. Certains éditeurs les téléchargeaient à chaque qualification d'INS, alors que normalement, ça se télécharge plutôt une fois par jour, une fois par semaine, peu importe. En tout cas, pas chaque qualification, ce qui a entraîné une surcharge des serveurs, de nos serveurs, et donc une baisse des performances, et donc un échec de qualification, ce qui explique le décrochage. Et comme il n'y avait pas d'incident technique au sens premier du terme, ça a pris un peu de temps pour comprendre ce qui se passait, pour que les éditeurs rectifient, pour que nous, on adapte aussi le dimensionnement des machines. Et donc, ça a pris malheureusement plusieurs semaines, ce qui a cassé la dynamique. C'est aussi ça qu'il faut restaurer aujourd'hui. Et on y reviendra, mais en tout cas, la Dreambox ne marchera bien que si le risque ne marche bien. Clairement, aujourd'hui, on n'est pas du tout au bon niveau d'alimentation, et chacun doit bien l'avoir en tête. Voilà, donc objectif numéro un pour la radio à très court terme, bah, c'est de revenir au niveau qu'on avait au mois de février, hein, qui était de l'ordre de 3 millions par mois, et de reprendre la même dynamique. Donc chaque mois, aller gagner 2, 3, 400 000 alimentations supplémentaires pour arriver entre 4 et 6 millions, puisque c'est là que la Dreambox prendra véritablement son envol. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on prend la courbe entre janvier et février, on la prolonge, elle va s'aplatir forcément un tout petit peu, et on arrive autour de 5 millions. Vous voyez qu'en traçant la courbe, c'est pas complètement impossible. Maintenant, de là à le réaliser, il y a quand même beaucoup d'efforts sur le terrain. Voilà sur la partie alimentation. Sur le projet Dreamem, et là on va rentrer un petit peu plus dans le métier. Bon, vous le connaissez, je pense tous, et on passe très rapidement dessus. Je ne vais pas revenir sur des schémas de workflow que vous connaissez. Ce qu'il faut quand même en retenir, et ça on le dit à chaque fois, c'est que c'est vraiment un travail collaboratif avec les médecins, médecins nucléaires, radiologues qui ont pas compté leur temps pendant 2 ans pour nous aider à l'élaborer, ce qui nous a permis de vraiment coller aux besoins, de respecter aussi les architectures en place, et de ne pas aller bâtir un PAX supplémentaire qui aurait été une réplication de ce qu'il y a déjà dans les cabinets. Ça ne faisait aucun sens, hein. Jean-Philippe Masson le souligne souvent, c'est des idées qui ont 20 ans, mais qu'on met seulement en œuvre maintenant, mais dont on sait du coup que ça correspond vraiment au feu des radiologues parce que ça fait longtemps que c'est porté. Et donc, bah, chaque service ou cabinet de radio, plateau technique, établissement, connectera son PAX à un réseau via la passerelle nommée Dreambox. C'est cette passerelle Dreambox que nous allons financer directement. Et de notre côté, pouvoir public, nous allons héberger l'index national des examens dans le DMP, sachant qu'il reste dans le PAX. Voilà. Donc, nous, on fait le maillage. Les images restent sur les plateaux techniques dans les PAX. Alors, à l'intérieur des établissements ou à l'extérieur, si c'est hébergé, peu importe. En tout cas, on reste sur les PAX. Et la Dreambox va faire le lien entre l'index national et les images qui se trouvent dans les PAX. Voilà pour le principe, vous le connaissez tous. C'est donc intégré au système d'information des structures d'imagerie, et ces Dreambox possèdent deux fonctions. Une fonction production source qui va alimenter le DMP, donc publier les pointeurs, hein, avec la validation du compte rendu d'imagerie, et la fonction consommation qui, elle, va permettre de télécharger les images directement dans un viewer ou de les retransférer à une station locale, on y reviendra.
Voilà les deux grandes fonctions, sachant qu'une Dreambox, on a encore régulièrement la question, donc je le ressouligne, nécessairement la Dreambox joue par construction les deux rôles. C'est-à-dire qu'on n'a pas de façon dissociée une Dreambox source et un autre produit qui serait une Dreambox consommation. On a une Dreambox qui porte ces deux fonctions et chaque éditeur qui nous soumettra sa Dreambox au référencement à l'ANS, hein, au guichet, devra nécessairement jouer ces deux rôles. Voilà pour les grandes lignes qui, encore une fois, vous connaissez certainement par cœur aujourd'hui. Les deux cas d'usage, j'y reviens dans le prolongement de ces considérations sources et conso. On va commencer par les spécialistes, les professionnels de santé, exploitants de l'imagerie, radiologues, médecins nucléaires. Donc, eux auront la possibilité, au travers du réseau d'IRIM, de récupérer les images natives, ce que je vous expliquais il y a quelques minutes, en passant par ProSanté Connect, et au travers de la fonction consommation. Voilà, donc là, on est dans l'usage de l'image, à la fois pour le spécialiste, je pense au neuro, à l'orthopédiste. Il y a énormément d'attentes du côté des orthopédistes que je rencontre également régulièrement, et des radiologues, bien entendu, qui vont pouvoir récupérer des antériorités. On a une fonction plus large pour les médecins demandeurs, tout professionnel de santé, ou les patients. Je vous reparle à chaque fois de ces patients, hein, dont moi-même, hein, comme vous tous, à un moment, le moins souvent possible, mais ça m'arrive d'être patient. Et à ce moment-là, je vais visualiser directement les images dans le viewer embarqué dans la Dreambox. Donc là, il y a besoin de rien. Il y a juste le compte-rendu, le lien qui se trouve dans le compte-rendu. On clique sur le lien et ça télécharge le viewer. Un petit peu comme aujourd'hui, quand on a un CD, on met le CD dans le lecteur, ça s'ouvre et ça télécharge un viewer. On est sur quelque chose de complètement comparable avec les mêmes mécaniques et progressivement, on espère le plus rapidement possible, les Dreambox vont remplacer ces lecteurs de CD, mais également les portails de diffusion. Ça, c'est sur les deux grands principes. Du coup, pour mettre en œuvre ces principes, de nombreuses interactions avec l'écosystème. J'ai parlé des médecins, bien entendu, on travaille régulièrement avec eux. Et en tout cas, aujourd'hui, ça n'a pas été forcément le cas au début, mais on aborde la Dreambox et le RIS comme un ensemble indissociable, avec, et ça c'est important, des plannings de publication ou d'ouverture de guichet identiques. En termes de validation des exigences techniques, on est un tout petit peu plus avancé aujourd'hui sur le RIS. Ça ne se joue pas à grand-chose, mais c'est un tout petit peu plus mûr. Donc on pourrait presque sortir le RIS un petit peu avant. Pour autant, l'idée, c'est vraiment d'y aller comme un seul guichet, un seul mécanisme, et donc de sortir les deux en même temps. Sur la partie prix, j'y reviendrai à la fin de la présentation, on est également sur des mécanismes de calcul qui sont les mêmes. On est sur les mêmes tranches, ce qui va simplifier aussi les devis, ce qui va simplifier le fait d'avoir un site dans telle ou telle tranche, parce que ça sera fait qu'une fois, pour le RIS et pour la Dreambox. Ça, c'était important. On a également mis en place un mécanisme qui permet d'aligner les volumes en médecine nucléaire des volumes en imagerie et donc d'avoir une seule échelle, un seul tableau, un seul référentiel. Et là aussi, je l'ai dit sur la SSI, mais pas que, c'est vrai aussi sur ProSanté Connect, hein, un maximum de jaunité sur l'approche technique pour avoir après un déploiement et une implantation sur site qui soit la plus simple possible. Si on parle d'interaction avec l'écosystème, puisque cette élaboration technique, ce plan technique, ne peut être mis en œuvre que s'il est bien communiqué et qu'il y a une bonne appropriation, à la fois des éditeurs, ça je sais qu'ils sont tous très impliqués depuis le début, mais aussi des futurs clients. Et donc, depuis quelques jours, on a multiplié les ateliers, à la fois côté Dreambox, à la fois côté RIS. Il y a eu des webinaires, il y en a eu deux, côté ANS à destination des établissements, que ce soit éditeurs ou établissements eux-mêmes. Peut-être que vous l'avez suivi, vous avez mis le replay, et donc vous l'aurez dans les slides, le JT de la radiologie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une web TV qui est très appréciée, très suivie dans l'écosystème radiologique.
Et vous avez également le replay. Il y a eu plusieurs séquences et surtout 1 heure et demie la semaine dernière en direct de la salle de presse du ministère, la salle de presse que vous avez vue tous à de nombreuses reprises pendant le Covid malheureusement. Et, on l'a utilisé là pour quelque chose quand même de beaucoup plus sympa, c'est ce live pendant 1h30 où on a passé avec les éditeurs, avec les radiologues, les médecins, tout le sujet en revue. Et donc, si vous voulez avoir une vision très panoramique avec tous les intervenants, je peux que vous conseiller de regarder ce replay. Voilà. Et aussi des échanges avec les régions, on va y revenir, hein. Les régions sont partie prenante dans l'opération. Il y a une vraie culture imagerie dans certaines régions et il y avait un véritable enjeu pour nous d'embarquer les régions pour pouvoir au maximum s'intégrer dans l'existant et réciproquement que les régions intègrent les Dreambox dans leur organisation pour démultiplier le partage d'images. Voilà sur cet aspect lien avec l'écosystème. Et donc, finalement, 3 objectifs principaux sur cette séquence qu'on clôture aujourd'hui avec ce dernier atelier. Une appropriation maximale au moment du lancement, qui interviendra à la rentrée. Faire émerger des sites pilotes. D'ici la rentrée également, on a un enjeu fort sur les pilotes, j'y reviendrai. Et préparer la phase de prise de commande qui se rapproche. On parle maintenant on peut dire même quelques semaines, avec des vrais choix au niveau des sites qui seront possibles, parce que les éditeurs arrivent tous avec des solutions différentes. À ceci, je pourrais également rajouter, c'est pas porté par le ministère, donc je ne l'ai pas écrit sur la slide, mais je vous le vois en visibilité, l'étude comparative de la FNMR, la Fédération nationale des médecins radiologues, qui a passé en revue toutes les solutions du marché sous un angle fonctionnel avec les points forts et les points un peu moins forts de chaque solution. Et tout ça fera l'objet d'une analyse et d'un compte-rendu écrit qui sera publié dans la revue de juillet du médecin radiologue que je ne peux donc que vous conseiller de vous procurer. Voilà. Nous, sur cette étude, on a été bien entendu complètement neutre. On a apporté notre assistance technique, notre assistance au niveau des analyses, mais on n'est bien entendu pas du tout intervenu dans les appréciations qui ont été faites, qui ne dépendent que des médecins radiologues. Voilà sur la partie interaction avec l'écosystème. On ne peut pas aborder ce sujet de l'imagerie sans parler un tout petit peu de SSI. Et on parlera après de ProSanté Connect, hein. Vous savez qu'on a considérablement monté les exigences dans la vague 2, rattrapé par les attaques qui se multiplient. Bien entendu, les cabinets de radio sont également concernés. Il n'y a pas que les établissements publics qui sont des cibles, hein. On voit le volume de données manipulées dans les cabinets de radio. Forcément, il y a le même risque, donc il y a le même niveau d'exigence de notre côté, avec un socle commun d'exigence. Avec cette exigence critique permettant de garantir un niveau de sécurité suffisant de la solution. On ne parle bien que de logiciel. C'est-à-dire que dans la sécurité, il y a des aspects très opérationnels liés à l'exploitation, liés au matériel, liés au firewall, au proxy, etc. Ça, c'est pas notre rôle. Nous, ce qu'on va garantir, c'est vraiment la partie logicielle pour que le logiciel, par construction, soit suffisamment robuste en termes de SSI. Les exigences sont validées en se basant sur des revues documentaires, hein. On s'est appuyé sur un socle solide. Il y a également beaucoup d'échanges avec les éditeurs là-dessus. Donc ça, c'est la partie socle commun SSI. Après, on a également des exigences sur l'identification électronique. J'ai prévu quelques slides qui, là, pour le coup, sont nouvelles sur la partie ProSanté Connect, sur vraiment la partie MIE. Et je vous ferai une petite synthèse de la façon dont ça peut fonctionner. Et enfin, des exigences sur la gestion des identités et des accès, avec 5 exigences qui répondent aux objectifs de déploiement d'une solution SSO puis d'IAM. Et là, on est plutôt dans le contexte hospitalier. Voilà ce que vous avez de façon très globale en termes de SSI. Pour ceux qui voudraient rentrer dans le détail, vous pouvez vous reporter à ce qui a été fait pour le DPI. On est exactement sur le même cadre. Un petit focus également sur la partie test d'intrusion. Donc, je le redis, c'est que sur le logiciel en mode labo. Et donc, ce qu'on va attendre, nous, c'est que les éditeurs, compte tenu de réaliser un test d'intrusion en vue de le conformer, donc je vous ai rappelé l'exigence SCSSI Gen 18,
Ce test d'intrusion donne lieu à la complétion d'un formulaire par l'auditeur qui sera ensuite soumis par l'éditeur dans le cadre de la demande de référencement. On demande que ce soit fait par un prestataire qualifié PASSI, mais on ne demande pas nécessairement que ce soit un test d'intrusion PASSI. C'est-à-dire que, bien entendu, si certains d'entre vous, je m'adresse plus aux éditeurs, ont l'habitude de faire du PASSI, surtout, ne changez rien. Ça, c'est des bonnes habitudes. On ne demande pas que vous fassiez moins bien que ce que vous faites aujourd'hui. Par contre, ceux qui n'ont pas encore intégré ce type de pratique dans leur développement, eux, on leur demande d'en faire un. Et on sait que un auditeur PASSI va offrir un niveau de garantie suffisant dans son travail sans pour autant avoir à payer le prix d'un test PASSI et surtout aussi à avoir à attendre parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut patienter pour pouvoir avoir un test PASSI. Voilà sur les tests d'intrusion avec deux guides, deux documents, un guide et un formulaire Excel auquel vous pouvez également vous reporter. Pour les éditeurs qui suivent régulièrement les échanges et qui ont participé aux ateliers, pardon, c'est connu. Euh, pour les établissements, voire pour d'autres clients, c'est quand même bien aussi de regarder ces éléments-là. Ça donne une idée du niveau d'exigence qu'on impose aujourd'hui en vague 2 et qui est forcément un investissement pour les éditeurs. Si on bascule maintenant sur la partie authentification sur ProSanté Connect. C'est ce qui a induit un petit décalage sur le lancement de la vague de imagerie qu'on aurait voulu lancer au printemps et qu'on laissera plutôt au début de l'automne, fin de l'été, début de l'automne. C'est qu'on a intégré ProSanté Connect pour l'espace de confiance. Vous savez que ProSanté Connect a une fonction d'authentification qui existe déjà et qui est certainement utilisée par la plupart d'entre vous. Par contre, là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le mécanisme d'espace de confiance avec des exigences liées avec l'apparition de proxys santé qui vont permettre aux logiciels de dialoguer entre eux avec des mécanismes de jetons, je ne rentre pas dans le détail, qui permettent de garantir que quand on se trouve d'un logiciel à un autre logiciel en passant par ces mécanismes de proxy, on est avec le bon niveau de sécurité. Il y a une présentation qui a eu lieu le 24 juin 2024 à 10h. Je vous ai mis également le lien pour ceux qui souhaiteraient voir le replay. Vous l'aurez dans les slides qui seront publiés sur le site de l'ANS. Ça permet d'avoir un bon 360. Il y a également des sessions d'échange en cours. Il y en a une le 28 juin, il y en a une vendredi qui arrive le 5 juin et une le 12 juillet. Si vous voulez suivre, n'hésitez pas. Et vous avez également, bien entendu, la possibilité de participer à la concertation sur ces sujets. Voilà le déroulé de ProSanté Connect. On minimise pas le travail qui reste à faire, mais on sait de toute façon qu'on n'a pas d'autre choix que de l'embarquer pour garantir la sécurité de l'ensemble. Du coup, on a en plus un espace de confiance Dreambox à l'intérieur de cet espace ProSanté Connect. Ça, c'est quelque chose qui a été arbitré il y a très peu de temps. En fait, on est obligé d'avoir un espace propre au Dreambox pour leur permettre d'échanger rapidement des images. Si on remontait par exemple dans le DMP pour échanger des images, en termes de performance, ce serait vraiment pas bon, on alourdirait l'ensemble, c'était pas l'objet. Donc l'accès aux images se fait directement de la Dreambox Conso à la Dreambox Source, et c'est la Dreambox Conso qui sollicite la source, et à l'intérieur de leur propre espace de confiance. Donc il y a quelques développements complémentaires qui vont en permettre d'assurer euh, bah, l'efficience de quelque part ce sont les échanges box à box en DICOM. Voilà pour le sous-ensemble espace de confiance des Dreambox. Sur les moyens de consommation des pointeurs et des images depuis une Dreambox consommatrice. Sur les dernières semaines, on a eu beaucoup de questions. Il y a eu aussi des présentations en atelier établissement qui méritaient probablement des schémas complémentaires par rapport aux questions qu'on a eues et aux explications qu'on a eu à donner. Donc, vous trouverez ces schémas dans les 3 slides qui suivent, avec 3 cas. Une authentification primaire basée sur du 2FA et authentification indirecte en R simplifié pour consulter le EMP. Authentification exclusive en ProSanté Connect sur la Dreambox Conso et maillage DMM, ça, c'est toujours le cas. Par contre, il est possible pour la Dreambox d'aller consulter, d'aller requêter le DMP en R en environnement hospitalier. Cette fonction-là, et vous le verrez dans les schémas, c'est possible. Après, cas numéro 2, authentification primaire basée sur ProSanté Connect et authentification indirecte en R.
Donc, on est à peu près dans la même mécanique, mais on n'est pas sur du 2FA, on est sur du Pro Santé Connect, sur la partie professionnelle de santé. Et le cas numéro 3, je vais l'appeler le cas Full Pro Santé Connect, où pour la requête au DMP, pour aller récupérer le COS depuis la Dreambox Conso, là on est en Pro Santé Connect et on retombe sur la slide précédente où on était dans l'espace de confiance. Voilà les 3 cas possibles, il n'y en a pas d'autres. 2FA, R simplifié pour la requête au DMP, Pro Santé Connect, R simplifié pour la requête au DMP, et Full Pro Santé Connect. Du coup, alors moi, visiblement, il y a quelqu'un qui a un son haché, j'ai vu dans les commentaires. C'est bon pour tout le monde? Je vais partir du principe que oui. Euh, voilà, ces 3 cas, c'est encore une fois, ces slides, elles sont nouvelles, personne ne les a jamais vues, on les a réalisés il y a 48 heures parce que ça nous semblait nécessaire et en tout cas beaucoup plus compréhensible. Donc ça, c'est le premier cas. Euh, Pardon, je suis passé un tout petit peu rapidement. C'est le premier cas. Vous voyez la partie de FA, le DPI, Pro Santé Connect pour accéder à la Dreambox et la partie R simplifiée entre la Dreambox et le DMP. Et après, quand on bascule sur le maillage Dream et donc à l'intérieur de l'espace de confiance inter-Dreambox, là, on rebascule sur du Pro Santé Connect. Ça, c'est le cas numéro 1. Sur le cas numéro 2, donc là, côté professionnel de santé, on est sur du Pro Santé Connect. On rebascule sur du R simplifié, toujours pareil sur la partie conso DMP pour aller récupérer le pointeur. Et pour le téléchargement des images, on est en Pro Santé Connect. Voilà. On a fait ça pour s'intégrer au mieux dans les établissements qui, eux, sont déjà sur du R simplifié. Et en mode, bien entendu, authentification indirecte. Cas numéro 3, et donc là, on est full Pro Santé Connect. C'est typiquement le cas de la ville. Il n'y a pas du tout de R simplifié et tout se passe de cette façon-là. Et on est on va dire, dans le cas nominal. En tout cas, je pense que c'est celui qu'on rencontrera le plus souvent en termes de déploiement. Est-ce que sur ce point-là, il y a des questions, vous avez des questions ou est-ce que c'est très clair? Parfait. A priori, pas de questions. Encore une fois, vu les questions qu'on a eues sur les 2 webinaires établissements, je voulais revenir vers vous avec des explications très claires sur ce sujet-là, sur l'authentique. Sur la partie pilote, là aussi, un enjeu fort, parce que la Dreambox, c'est nouveau, qu'il va y avoir des vrais sujets d'intégration. Alors, dans le cas 3, il est nécessaire, oui, oui, bien sûr. Alors, pour pas complexifier les schémas, je réponds à Thierry Dubreux. J'ai pas rajouté le proxy, mais oui, il faudra un proxy santé, tout à fait. Sur la partie pilote, l'idée, c'est donc de tester les Dreambox, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup d'adhérence avec le RIS. On sait qu'il y a des éditeurs de RIS qui vont proposer des Dreambox, donc on va avoir quelque chose d'assez intégré. On sait qu'on a des éditeurs de RIS qui vont devoir se connecter à des Dreambox tierces. Et donc, dans ces pilotes, l'enjeu pour nous, c'est de reproduire un petit peu tous les cas. Et aussi avec une équité, une égalité de traitement entre les éditeurs. C'est assez compréhensible de se dire qu'on ne peut pas avoir que des pilotes avec que du RIS et des Dreambox éditeurs de RIS, puisqu'on serait réducteur dans l'approche. Du coup, on a lancé un appel à la candidature ces derniers jours sur les sites qui voudraient être pilotes, sur les éditeurs qui voudraient être pilotes, avec la règle suivante côté RIS, c'est qu'un éditeur de RIS qui propose un pilote avec sa propre Dreambox doit également proposer un deuxième pilote avec une Dreambox tierce. Voilà, et donc s'entendre avec un autre éditeur. Tout ça, alors bien entendu, pour éprouver la partie risque, même si je dirais pas qu'on est confiant, mais en tout cas on a déroulé la vague 1, on a vu comment ça se passait, on a de bonnes raisons de penser que finalement on va reproduire l'histoire en améliorant tout ce qui peut l'être. Par contre, sur la Dreambox, il y a beaucoup plus de choses à éprouver qu'on n'a bien entendu pas pu anticiper. Sur la partie interop, suite au Projectaton, on a quand même quelques garanties, mais ça mérite d'être testé. Sur la partie performance, aujourd'hui, c'est des fichiers Excel. Et on sait que parfois, sur le terrain, c'est un petit peu différent.
Donc ça, c'est clairement pour nous une des priorités de ces pilotes. On a également la partie espace de confiance. Là aussi, c'est nouveau. Et éprouver les Dreambox à l'espace de confiance Dream. Donc, c'est le sous-ensemble entre les Dreambox que je vous ai présenté tout à l'heure. Les conditions au déploiement. Ce qu'on veut pour les gens qui seront candidats et donc qui auront du coup la possibilité d'avancer rapidement, c'est déjà d'arriver à une activité mixte où il y a à la fois de la production, donc de la source, et de la conso. On ne veut pas uniquement, par exemple, un gros établissement public qui arrive, alors je répondrai à la question du CHU juste après, qui arrive en disant, ben voilà, moi je vous propose ce site pilote, je suis par exemple le CHU Nice, je vais reprendre du coup cet exemple-là en disant, je vous propose d'être pilote. Ok, mais on va être pilote sur la source, c'est bien parce que c'est un CHU, on aura de la volumétrie, mais si c'est décorrélé de la consommation, finalement, on n'aura vu qu'un bout de l'histoire. Donc ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc il faut vraiment l'activité mixte. Ensuite, bien entendu, la DM compatibilité mode R ou Pro Santé Connect. En tout cas, il faudra que ça soit passé par le CNDA. Le pilote, il sera sur un environnement réel, hein, donc forcément, on ne peut pas se permettre d'aller alimenter le DMP sans être passé par le CNDA. De même, sur la partie sécurité, on ne peut pas se permettre d'installer sur le terrain des solutions qui ne répondraient pas aux exigences que je vous ai données tout à l'heure. Donc, il faudra avoir fait l'audit de sécurité. Voilà. Le rétexte sera public comme en vague 1. L'idée, c'est qu'on est quand même sur une approche ouverte et non sélective, donc par nature communautaire. Donc, ce qui sera fait sur le terrain sera publié sur le site de l'ANS pour que ça serve à tout le monde. Voilà le cadre qu'on pose pour les pilotes. Et donc, les deux points qui sont non négociables en termes de finition et de complétude, c'est test CNDA OK, audit sécu OK. Pour répondre à la question donc, de Sophie Meurice sur les préconisations du choix de la Dreambox. Nous, au niveau de l'État, bien entendu, on n'a aucune préconisation à donner. Ça, c'est très clair. Après, et votre question, elle est excellente, entre éditeur de risque, du PAX ou d'un tiers, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La seule réponse qui compte, c'est qu'est-ce que vous voulez faire. Et pour illustrer le propos, si vous voulez une intégration la plus poussée avec le RIS, en termes de workflow, en termes d'expérience utilisateur, plutôt tendance à aller vers une Dreambox proposée par un éditeur de RIS. Si vous voulez au contraire une Dreambox très intégrée au PAX, plutôt vers un éditeur qui propose une Dreambox et un PAX. Si pour vous c'est important, il y a des considérations autour de la téléradiologie, autour d'autres sujets qui sont plus des logiques opérationnelles de communication de site à site, plutôt regarder dans cet axe-là. Voilà, donc nous, on n'a pas de préconisation sur le choix d'une Dreambox. Par contre, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de bien regarder, de bien comparer et de choisir la Dreambox qui vous convient en fonction de votre projet. C'est ça la clé de voûte, c'est ça qu'il faut vraiment pas minimiser. C'est pas parce que c'est un dispositif financé par l'État avec un cahier des charges que tout le monde doit respecter qu'à la sortie, on a les mêmes solutions. Et de ce que j'en ai vu, c'est pas le cas du tout. Il y a des vrais partis pris de chaque éditeur en termes d'intégration, en termes de recherche étendue, en termes de SSI, en termes d'approche opérationnelle, de support étendu. Il y a un nombre de paramètres finalement qui permettent de différencier les Dreambox qui font finalement qu'il n'y a pas une Dreambox comparable à une autre, ce qui nous convient très bien. Il y a l'enjeu, bien entendu, du viewer, j'allais y venir aussi, ce qui nous convient très bien en termes de puissance publique, parce que l'idée, c'était d'avoir un socle commun permettant la généralisation du partage d'images, tout en ayant une richesse fonctionnelle qui va permettre de développer les usages. Et ce qu'on a aujourd'hui vu, sur les démonstrations, notamment sur celle de la FNMR, c'est que cet objectif-là, il est atteint. Il y a une vraie diversité, il y a un vrai choix possible. Et forcément, il y a l'enjeu du viewer. Avec l'enjeu du viewer, trois cas possibles. Premier cas, un viewer simple. Je n'ai pas besoin de faire du diagnostic. On est sur quelque chose d'assez basique, sans que ce soit péjoratif, hein, parce qu'on a quand même mis la barre assez haut sur le viewer. Soit on se dit que peut-être ça va être utilisé pour du diagnostic et donc on prévoit ce coût-là à l'avance et dans le choix, on intègre le viewer. Et puis pour les gens qui vont faire de la Manuc, il y a quelques viewers qui vont proposer de la fusion. Donc vous voyez que si je prends
des fonctionnalités type recherche étendue, intégration forte avec le PAX, intégration avec le RIS, ouverture vers la télé-radio, ça fait déjà un panel important et discriminant pour le choix. Si je rajoute le paramètre viewer, finalement, en fait, ça réduit considérablement en fonction du projet de chacun, encore une fois, les choix possibles. J'ai pas dit que le choix était évident. J'ai dit que par contre, en prenant tous ces paramètres, finalement, ça réduisait assez rapidement les postulats en fonction de son projet. Voilà. Est-ce que j'ai répondu du coup à toutes vos questions sur le choix? Ou est-ce qu'il y en a encore d'autres? A priori, c'est bon. En tout cas, merci pour la question. Elle était très pertinente et je pense qu'elle a servi à tous. Euh, la phase pilote, du coup, en termes d'architecture. Vous retrouvez là sur le schéma ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'on veut au maximum croiser les usages, croiser les technos, et donc c'est un petit peu ça qu'on a en tête aujourd'hui. Est-ce qu'on aura ça à la sortie? De rien, avec plaisir. Est-ce qu'on aura ça à la sortie? Je ne le sais pas encore. Ça, ce sera la réponse à la fin. Mais en tout cas, dans l'idéal, avec l'équipe technique, c'est ce qu'on voudrait arriver à faire. Voilà. Parce que ça donnerait un maximum de garantie sur la mise en œuvre de l'ensemble et du coup sur un déploiement rapide, hein. Je suis sûr que vous avez tous révisé la feuille de route du numérique en santé avant de vous connecter, que vous avez tous en tête que ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'action 6.2 de la feuille de route du numérique en santé, et qu'il est bien précisé qu'on vise la généralisation en 2025. Voilà. Donc, généralisation en 2025 dit quelque chose qui démarre bien début 2025. Voilà sur la phase pilote. Sur le déroulement, donc ce qu'on demande, c'est que ça remonte par les éditeurs. Parce que si tous les sites commencent à vouloir être pilotes, on aura du mal à s'y retrouver. Et puis, comme je vous l'ai dit, comme on veut de la mixité, qu'on veut qu'on embarque plusieurs sites, du coup, ça doit remonter par les éditeurs. Initialement, on avait mis la date de candidature au 30 juillet. Certains éditeurs nous ont dit, ah, mais on a des bonnes idées, mais on a quand même besoin de discuter avec les sites avant, donc on a élargi un peu. Et donc, on acceptera les candidatures pour être pilote jusqu'à fin août, ce qui permettra, nous, à la rentrée, au mois de septembre, d'interroger déjà les éditeurs sur les projets qui nous ont soumis et aussi, naturellement, à la fin, de faire un choix qui sera le plus collégial et concerté. Du coup, ce que nous entendons, bien entendu, par profil du client, nom et localisation, par exemple le CHU de Nice, contact de l'interlocuteur principal. Si c'est du libéral ou de l'hospitalier qui porte au départ et les usages qu'il y a autour, et du coup, j'en reviens à la mixité. La question de l'architecture, ça, j'en ai peu parlé aujourd'hui, parce qu'il fallait bien faire des choix, sinon on aurait passé plusieurs heures ensemble. Vous savez que ça peut être implémenté en on-premise, sur site, que ça peut être implémenté aussi sur du SaaS, voire de façon hybride. Et ça, sur les pilotes, on demandera du détail. On demandera également quel type d'architecture on a au niveau du PAX. Est-ce qu'on a un PAX local, pareil, un PAX à distance? Parce que ça va être forcément une grille de lecture importante au niveau des performances. Le moyen d'accès au DMP, je vous ai donné les trois moyens d'accès. Le type d'examen que vous comptez partager lors de cette phase, ça c'est ce qu'on demande à minima. Bien entendu, si vous avez d'autres paramètres à nous fournir, on les prend. Alors du coup, pour répondre sur la question du périmètre Dreambox pour l'homologation avec le CNDA, on a un échange début de semaine prochaine avec la CNAM pour valider le périmètre et du coup les scénarios qui seront mis en œuvre. Donc vous trompez pas, ça fait partie des dernières actions qui seront accomplies courant juillet pour que tout soit prêt à la rentrée. Voilà pour vous répondre très précisément. Réunion avec l'assurance maladie le 9 juillet pour valider les profils et du coup la déclinaison opérationnelle côté CNDA, avec des choses qui ont déjà été faites côté CNDA, dont on sait qu'on a quand même déjà de la matière pour avancer. Je reviens un instant sur le cadre du système ouvert non sélectif, parce qu'après on va parler d'achat. Donc vous le savez, ce système ouvert non sélectif, qui est la marque de fabrique du Ségur, ça permet donc auprès d'un industriel dont le logiciel a été préalablement référencé auprès de l'ANS et pour le compte d'un établissement de santé, de financer des achats, de faire ce qu'on appelle de l'achat pour compte avec des conditions de réalisation et de prix qui sont définis réglementairement. Un éditeur
doit donc, pour faire payer le prix de la Dreambox, respecter le cadre minimal. Rien n'interdit, j'ai eu quelques questions encore en ce sens ces derniers jours, de proposer plus. Ça, il y a quelques options que l'éditeur juge utiles et qui pense que pour lui, c'est un vrai discriminant, il peut très bien choisir de l'embarquer dans le prix. Voilà, ça, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est de la stratégie commerciale de l'éditeur. On n'interviendra pas du tout là-dedans. Nous, ce qu'on va vérifier, c'est que le cadre minimal, il est respecté et rien de plus. Et forcément, les industriels sont libres de s'engager dans le dispositif, hein, comme les ESPS. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, même si vous savez que, et là je m'adresse plutôt côté client, avec le sens de l'histoire, c'est qu'au travers des évolutions du L 1111-15 du Code de la santé publique, progressivement, on rend opposable l'alimentation de certains documents. Voilà. Les comptes rendus de radio, les comptes rendus de bio, c'est déjà opposable, et donc par voie réglementaire, finalement, ce qu'on finance aujourd'hui, demain, on va le rendre obligatoire. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de rentrer dans le programme. Ça, c'est pour le rappel du cadre général. Maintenant, on va parler un petit peu des régions. J'ai eu encore aujourd'hui et hier les régions en séminaire avec l'ANS. On a bien entendu reparler de ces sujets-là et j'ai à nouveau salué le rôle qu'ont eu les régions sur certains programmes régionaux d'acculturation, de mise en œuvre des premiers usages, voire de constitution d'une archive régionale avec beaucoup d'antériorité. Donc, on voit que sur certaines régions, il y a déjà un terreau fertile et pour nous, c'est important de surtout pas casser ça. Voilà, on voit le temps que ça a pris, les difficultés qu'il y a eu pour monter ces initiatives régionales. Donc, l'idée, c'est qu'on va venir s'intégrer avec la Dreambox dans ces logiques-là. Et donc, forcément, il y a 18 vérités aujourd'hui dans 18 régions. Il y a deux règles intangibles. Première règle, c'est que dans tous les cas, les régions, elles peuvent accompagner les établissements dans leur choix, dans le déploiement, mais par contre, elles ne peuvent pas faire l'acquisition d'une Dreambox financée par l'État. Puisque dans l'appel à financement, il faut avoir un RIS qui sera en plus compatible BAC 2, il faut être un centre de production, donc les régions ne sont pas dans ce cadre-là. Par contre, les régions peuvent très bien acheter pour leur propre compte une Dreambox, permettant d'élaborer ensuite des usages complémentaires. Je parle là du financement. Et c'est le deuxième bullet point, hein, c'est que une région peut très bien dire, moi, dans ma région, je discute avec un éditeur, je vais préconiser le choix d'une Dreambox qui permettra de développer un service de recherche étendu sur des antériorités, un accès facilité à la téléradiologie, pourquoi pas un peu de RCP, etc., etc., etc. Donc les régions ont tout à fait ce rôle-là d'accompagnement auprès de tous les établissements, parce que ça va pas être simple, hein, notamment pour les petits établissements, mais aussi de dire, voilà, on va mettre en place des services régionaux, et donc si vous voulez accéder à ces services régionaux, on va demander des développements complémentaires à des éditeurs, qui seront payants forcément, prenez plutôt cette Dreambox-là. Toutes les régions ne sont pas engagées dans cette voie, mais en tout cas, il y a certaines régions qui y sont allées. En tout cas, encore une fois, avec cette implication des régions qu'on salue, ça va être possible de capitaliser sur des usages qui existent déjà, sur une formidable expérience acquise, hein, tout en basculant sur l'architecture Dreambox, qui va être un formidable accélérateur, qui va être aussi un vrai gage de collaboration public-privé. On voit que les régions ont parfois culturellement beaucoup travaillé avec les établissements. Là, peut-être que ça va être aussi l'occasion de plus travailler avec les privés. Voilà pour l'organisation de la partie achat. Un autre point qui est extrêmement important, c'est comment on achète. En fait, il y avait deux possibilités. En tout cas, moi, j'avais emprunté deux voies. La première, c'était de regarder plutôt côté central d'achat pour que ce soit simple pour les établissements, qu'il n'y ait pas de complexité type appel d'offres, comparatif, dialogue compétitif, etc. Tout en rappelant que sont pris en compte toutes les prestations, vous le voyez, le logiciel et le matériel. Je rappelle qu'en vague 1 et sur les autres couloirs en vague 2, l'infrastructure, le matériel n'est pas pris en charge, puisque le cas général, c'est qu'il y a déjà du matériel, puisqu'on parle de mise à jour. Là, le cas général, c'est qu'il n'y a rien, puisque c'est un nouveau dispositif, et donc l'infrastructure est fournie. Ce qui ne veut pas dire, et là je m'adresse plutôt aux gros établissements, donc pourquoi pas au CHU Nice pour rebondir sur l'échange,
Si vous voulez opérer vous-même votre propre infra, vous pouvez demander à l'éditeur de l'installer sur votre infra. Voilà. Nous, ce qu'on demande, c'est que l'éditeur soit en capacité de fournir l'infra, ce qui ne veut pas dire, et c'est le raisonnement analogue à tout à l'heure, qu'ils ne peuvent pas fournir que le logiciel si l'établissement souhaite opérer lui-même les moyens techniques. Du coup, en termes d'achat, et ça c'est extrêmement important, en travaillant avec la direction juridique, en travaillant avec les gens qui s'occupent des marchés publics, on a pu arriver à la conclusion que la Dreambox était un dispositif innovant au sens des marchés publics, et donc du coup, avec des seuils qui sont relevés, et donc sur toutes les tranches, on passe au-dessous des seuils de publicité, mise en concurrence, etc. Donc n'importe quel établissement peut acheter la Dreambox dans le cadre et dans le financement prévu par l'État, de cette façon-là en direct. Par contre, si jamais il y a des options, si jamais on bascule du coup sur des montants qui sont supérieurs au code des marchés publics, là, bien entendu, il faudra vous placer dans ce cadre-là. Mais en tout cas, pour la Dreambox, suivant les tranches qu'on a définies, suivant les prix qu'on a définis, on peut, pour tous les établissements, faire des achats en direct. Ça, c'était important de le signaler. Il y a eu beaucoup de travail sous cet angle, et donc c'est possible. Voilà pour ces questions d'achat. Et puis pour finir, bah forcément, vous l'attendez, j'en ai parlé à plusieurs reprises. La question du planning, certainement que si vous suivez l'actualité Ségur, vous avez déjà vu à de nombreuses reprises ce tableau. On est quelque chose d'échelonné sur la fin de l'année. Du coup, le prochain couloir qui est lancé, c'est l'imagerie. L'objectif, c'est la prépublication en octobre et entre nous, ce qu'on aimerait bien avec l'équipe, hein, c'est d'arriver à l'ouverture des JFR le 4 octobre au matin avec des textes qui soient déjà prépubliés. Ce serait beaucoup mieux pour tous les éditeurs, ce serait beaucoup mieux aussi pour tous les radiologues qui participent au JFR. Donc c'est l'objectif qu'on s'est fixé entre nous. Aujourd'hui, on a de bonnes raisons de penser qu'on va l'atteindre. En tout cas, on fait tout pour et je peux vous garantir qu'on va passer un été studieux pour que ce soit possible. Parce que ce serait un excellent message qu'on passerait à tout le monde. Pour les radiologues qui sont énormément investis sur ce projet, et pour les éditeurs qui, depuis 2 ans, jouent le jeu en participant à un nombre important de réunions et en ayant tous investi des centaines et des centaines de jours sur le développement de ces produits-là. Voilà les prochaines étapes, ce qui veut dire que sur la partie pilote, je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourra démarrer les pilotes dès la prépublication. On se donne la possibilité, en espérant que ce soit possible, de démarrer des pilotes dès le mois d'octobre. Voilà, et donc dès la fin des JFR, de rentrer dans une phase très opérationnelle que maintenant on attend. Voilà cette fin de journée qui fait suite encore une fois aux multiples ateliers, webinaires, hospitaliers, JT de radio, etc., qu'on a eu depuis 10 jours. Et c'est un peu la conclusion de cette séquence. Et du coup, je vous souhaite à tous un bon été. N'hésitez pas si vous avez des questions. Là, on a encore quelques minutes. On a une petite dizaine de minutes. J'avais laissé un peu de temps pour les questions. N'hésitez pas. Moi, je reste connecté, bien entendu, jusqu'à la fin. Si certains d'entre vous ont encore des questions. Voilà. Et sinon, je vous remercie pour votre présence. Et puis, on se retrouve à la rentrée. Voilà. N'hésitez pas si vous avez quelques questions. Merci. Voilà, je crois que les médecins trouvent vraiment ce projet super. Il y a énormément d'attentes. Pour avoir fait quelques congrès médicaux, les médecins découvrent, ils pensent que c'est de la science-fiction. Et en fait, quand on rentre dans le détail, quand ils voient les plannings, quand ils voient tout ce qui a été fait, bah, ils comprennent qu'en fait, on va y arriver et ça va être voilà. Pour plein de professions, ça va être une vraie révolution. Je pense notamment aux orthopédistes où il y a une grosse frustration de ne pas avoir accès aux images. Là, ils vont avoir accès aux images. Pour les comparatifs, pour les radiologues. Alors, replay, j'avais pas prévu de replay. Par contre, vous aurez toutes les slides qui seront publiées sur le site de l'ANS. Voilà, je pense que d'ici 24-48 heures, tout sera disponible. Voilà. Et si vous voulez encore une fois mieux qu'un replay, c'est le JT de la radiologie, parce que voilà, moi je vous ai présenté tous les aspects du projet, mais sur le JT de la radio, on devait avoir une vingtaine d'intervenants, des médecins, il y avait tous les éditeurs, moi-même bien entendu. Donc vous aurez quelque chose d'encore plus riche que ce que je viens de vous présenter.
Parfait. Écoutez, je vois que tout le monde se déconnecte progressivement. Je vous souhaite à tous un bon été, dont je suis certain qu'il aura été bien mérité pour tout le monde. Et on se retrouve, ben, Nelly, on se retrouve justement après-demain pour un programme régional. Et sinon, la télé-radio, on est d'accord, on a travaillé avec les radiologues énormément, donc on sait que c'est à la main des radiologues. Parfait. Eh bien, j'en termine là. À très bientôt. Et s'il vous reste des questions, n'hésitez pas. On y répond toujours, bien entendu, avec grand plaisir.